Bienvenue à nouveau dans cette séquence consacrée à l'Empire romain et au début du christianisme entre les 1er et 5e siècles de notre ère. Après avoir, au cours des séances précédentes, planté le décor spatial et temporel, et après avoir découvert, grâce à l'histoire des arts, un aspect de l'Empire romain à travers son célèbre amphithéâtre flavien, autrement dit le Colisée, nous allons aujourd'hui découvrir au cours de notre premier dossier, au cours de notre première séance de leçons, nous allons découvrir la Pax Romana, autrement dit la paix romaine. Grande, Rome impose la Pax Romana, ce qui revient à se demander comment Rome parvient-il à imposer une paix durable, solide, qu'on appelle la Pax Romana, à l'ensemble des peuples qui forment son gigantesque empire, celui que nous avons vu avec la carte de la toute première séance. Et pour répondre à la question « Comment ?», eh bien, nous allons trouver un premier indice, une première réponse à travers un autre monument qui n'est peut-être pas aussi connu que le Colisée, mais qui est pourtant très connu malgré tout, un document assez original, un monument assez original, que l'on appelle la colonne de Trajan, une colonne en marbre, une colonne donc qui est un monument donc très vertical, que l'on trouve sur le forum qui porte le même nom, le forum de Trajan, du nom de l'empereur romain qui a régné à l'extrême fin du 1er siècle et au début du 2e siècle après Jésus-Christ, puisqu'il a régné entre 98 et 117, et cette colonne a été érigée pour célébrer les victoires militaires sous le règne de l'empereur Trajan. Et donc en fait c'est une sorte de véritable bande dessinée, enfin sans les paroles, mais c'est véritablement une bande dessinée qui s'enroule en spirale tout au long de la colonne. Et si l'on s'approche et si l'on regarde le détail, on découvre qu'il s'agit en fait d'un immense bas-relief déroulant à travers lequel on aperçoit les victoires des légions romaines. Sur cet extrait, on aperçoit les légionnaires romains qui sont en train d'enfoncer les lignes des Daces, ces peuples qui ont été conquis comme les Gaulois, d'ailleurs comme tant d'autres avant eux, par l'Empire romain, les Daces étant les ancêtres des Roumains d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs pas un hasard si Renault a racheté l'ancienne fabrique automobile roumaine, Dacia. Dacia, Dace, c'est le même nom. Et donc là, on voit les légionnaires romains qui sont en train de triompher de la résistance du peuple des Daces. Donc la Pax Romana, la paix romaine, c'est avant tout lié à la conquête romaine, liée aux victoires des légionnaires romains. Et du reste, ce n'est pas le simple fait de l'empereur Trajan, puisque dès Auguste, dès le premier empereur, celui qui a fondé l'Empire, je vous le rappelle, en moins 27, et qui règne jusqu'en 14, jusqu'en l'an 14, plus 14 si vous préférez, si tu préfères, eh bien, l'empereur Auguste avait également bâti la puissance de Rome, il bâtit aussi sa propre puissance personnelle sur les victoires militaires imposées au peuple conquis par Rome. Et je vais vous lire les extraits d'un texte, d'une inscription
qui récapitule les victoires d'Auguste. Hein, et pour une fois d'ailleurs, Auguste qui s'exprime à la première personne du singulier, j'ai, alors que d'habitude c'est plutôt le nous de majesté. Et là, que nous dit Auguste, ou plutôt que lui fait dire le texte retrouvé sur cette inscription, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. J'ai établi des colonies dans l'Empire pour installer mes anciens soldats en Afrique, en Sicile, en Macédoine, en Espagne et en Gaule. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on aura l'occasion de le vérifier avec un prochain dossier consacré à la fondation de Némosus, c'est-à-dire Nîmes. Venus de l'Orient, des ambassadeurs m'ont été envoyés à plusieurs reprises pour rechercher notre amitié. Alors ça, cette précision est importante parce que si d'autres empereurs, d'autres royaumes envoient des ambassadeurs à Rome auprès d'Auguste, c'est pour nouer des relations commerciales, des relations d'amitié. C'est parce que ces royaumes, notamment, ou ces empires, comme notamment la Chine, considèrent que Rome est un interlocuteur important, que c'est une puissance importante, une puissance qui fait peur, avec laquelle il vaut mieux être en situation d'amitié plutôt qu'en situation d'être considéré comme un ennemi. Parce qu'il y a tout à craindre de la puissance romaine, et la suite de l'inscription nous le prouve. Hein, on peut deviner avec quelle fierté Auguste précise que j'ai libéré la mer des pirates. Donc autrement dit, il y avait des pirates qui infestaient la mer en Méditerranée, qui attaquaient les navires marchands. Eh bien, Auguste y a mis bon ordre en débarrassant la Méditerranée des pirates. J'ai repoussé les limites de toutes les provinces voisines des royaumes barbares. J'ai pacifié, donc j'ai imposé la paix, aux provinces de Gaule, d'Espagne et de Germanie. Sur mon ordre, 2 armées ont été conduites contre les Éthiopiens et les Arabes. Ces 2 nations ont été taillées en pièces, donc les Éthiopiens, les Africains noirs, c'est comme ça que les Romains appellent à l'époque les Africains noirs, ils les appellent les Éthiopiens, donc au sud de l'Égypte. Et les Arabes, qui sont situés là non plus pas très loin de l'Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge. Ces 2 nations ont été taillées en pièces au combat et de très nombreuses places fortes ont été prises. Des places fortes, ce sont des forteresses. J'ai ajouté l'Égypte à l'empire du peuple romain. Donc en fait, on retrouve en bonne part eh bien, la carte que nous avons étudiée lors de la première séance, la carte des conquêtes militaires, hein, et donc on voit que finalement l'Empire romain est dans la même logique de conquête qu'avant lui la République, et que les territoires en jaune sont les territoires qui ont été rajoutés par les empereurs romains aux territoires déjà conquis à l'époque de la République romaine et qui sont des territoires en orange clair. Et donc on voit bien, on a la confirmation que l'Empire romain gravite tout autour de la mer Méditerranée. Conquérir, c'est bien, conserver, c'est mieux. Et c'est souvent plus difficile. Donc j'ai eu l'occasion d'évoquer avec vous lors de la première séance cette frontière entre le monde romain et la barbarie, entre l'Empire romain et les territoires extérieurs à l'Empire romain, ce fameux limes, et je vous ai dit que les Romains profitaient en général des fleuves ou des déserts
pour les transformer en limes, en frontières, mais que on ne pouvait pas trouver un fleuve ou un désert partout, et que par exemple dans le nord de la Bretagne, pour séparer le peuple des Scots, des Scots qui donnera Scotland, c'est-à-dire les Écossais, c'est-à-dire l'Écosse, hein, ces hommes, ces combattants en kilt, et oui, ils portent déjà le kilt à l'époque, et bien cette sorte de jupe à carreaux écossais, et bien les Scots étant impossibles à conquérir, il faut du moins les empêcher de s'attaquer aux provinces bretonnes de l'Empire romain, et donc pour les empêcher d'attaquer, eh bien les Romains, qui sont des grands bâtisseurs, n'hésitent pas à construire un limes fortifié, un mur. Alors évidemment, le mur en lui-même ne peut pas empêcher les incursions des Scots, donc il faudra évidemment faire surveiller ce mur, appelé le mur d'Adrien, du nom de l'empereur Adrien qui l'a fait construire en 5 ans au début du IIe siècle après Jésus-Christ, entre 122 et 127. Il faudra donc entretenir des garnisons de soldats, c'est-à-dire une garnison, c'est-à-dire des troupes qui vivent en permanence le long du mur et qui surveillent que les barbares scots se tiennent tranquilles de l'autre côté de la frontière. Et quand les Romains construisaient, bâtissaient, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était du solide, puisque la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, dans les paysages d'Écosse, et quand bien même ce limes a disparu, la frontière a disparu évidemment, eh bien il reste des vestiges architecturaux très importants. Hein, on aperçoit sur cette photographie, et ça fait le bonheur des touristes, eh bien on aperçoit un morceau très bien conservé du mur d'Adrien. Et pour les photographes du monde entier, ça donne l'occasion de faire de magnifiques photographies comme celle-ci, à travers la lande écossaise. Alors, puisqu'on parle d'ailleurs de construction, de bâtir, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit lors de la première séance, c'est que l'Empire romain est parcouru, sillonné par des voies pavées, et que ces voies pavées contribuent également à la Pax Romana, à la paix romaine, parce qu'en cas de nécessité, quand il faut déplacer rapidement des troupes importantes, des légions entières, eh bien les Romains peuvent le faire en utilisant ces autoroutes entre guillemets de l'Antiquité que sont les voies pavées romaines. Et la photo que l'on vient de voir, évidemment, ne rend pas bien compte de ce qui se trouve sous les énormes pavés qui forment la chaussée, c'est-à-dire la surface de la voie pavée. Mais en réalité, on voit que c'est un travail très complexe de construire une voie pavée qui demande beaucoup de travail. C'est d'ailleurs de cette réalité que découle une expression qui commence un peu à se perdre, mais qu'on utilise encore. Et quand on dit qu'on parle d'un travail de Romain, on parle de travail de Romain, c'est-à-dire un travail qui demande énormément d'efforts, et bien comme les voies pavées romaines avec leurs différentes couches de sable, de gravier, de mortier, de pierre, pour aboutir à la chaussée finale. Et alors petite remarque, bon, même si elles ont quasiment disparu de nos jours, pendant longtemps on trouvait encore des bornes en pierre qui indiquaient les distances ou les directions, et ça remonte à l'époque romaine, hein, ce qu'on appelle les bornes miliaires. Et les bornes miliaires mesurent la distance par rapport évidemment à Rome, qui est la référence ultime, puisque Rome
est considéré comme le centre non seulement de l'Empire romain, mais le centre du monde, aux yeux des Romains. Alors, un petit mot sur les légions romaines, les légionnaires romains qui sont des acteurs essentiels de la Pax Romana, de la paix romaine, puisque ce sont eux qui à la fois font les conquêtes et qui assurent la défense des conquêtes une fois ces conquêtes devenues des provinces de l'Empire. Alors bien entendu, ce n'est pas une photographie d'époque, hein, il s'agit ici d'une reconstitution très bien faite d'ailleurs, hein, par des amoureux de l'histoire romaine, et qui veillent à avoir des répliques de matériel qui sont parfaitement exactes et qui pourraient faire que finalement on pourrait presque croire qu'on a des vrais légionnaires sous les yeux. Ben, ça fait partie de ce mouvement que l'on retrouve aussi chez les amoureux de Napoléon, par exemple, hein, qui sont ces gens qu'on appelle les reconstitueurs, ce qui est un bien vilain terme, c'est-à-dire des gens qui jouent à refaire les batailles de l'Empire romain ou les batailles de Napoléon, ça dépend des époques. Et donc vous avez ici des gens qui se réunissent pendant un certain nombre de week-ends dans l'année pour jouer aux légionnaires romains et qui défilent comme les légionnaires romains et qui adoptent les mêmes tactiques que les légionnaires romains en portant les tenues militaires, les cuirasses des légionnaires romains. La légion comportait en théorie jusqu'à 6000 hommes, donc c'était une troupe importante, mais en réalité ces effectifs étaient rarement atteints parce que c'était pas facile de trouver 6000 hommes qui étaient depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ des militaires professionnels. On sait qu'au moment de son apogée, hein, au 2e siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain pouvait compter sur une trentaine de légions, hein, le maximum atteint ça a été 33 légions, et que ça pouvait représenter selon les époques jusqu'à entre 150 000 et 200 000 hommes, ce qui en faisait une force militaire très importante, mais répartie sur l'ensemble de la carte de l'Empire romain, donc les légions étaient très éloignées les unes des autres, hein, mais elles étaient redoutablement équipées, mais ce qui faisait leur force, c'était sans doute leur cohésion. C'est-à-dire que les soldats combattaient en équipe, combattaient en groupe, qu'on appelait des manipules, des cohortes, peu importe. Et on voit par exemple que ici, sur cette reconstitution, on voit les Romains, enfin les figurants, hein, les acteurs qui jouent aux Romains, on les voit en train de réaliser ce que l'on appelait la tortue. C'est-à-dire que les légionnaires se barricadent littéralement, se protègent grâce à leurs longs boucliers, et ils se protègent des flèches, des pierres, des lances que projettent sur eux leurs ennemis. Et cette tortue de fer ne s'improvise pas, c'est-à-dire qu'il a fallu s'entraîner. Chaque combattant dépend du combattant qui se trouve à ses côtés. Donc il faut avoir confiance dans son frère d'armes, et il faut avoir une grande cohésion, une grande solidarité, parce que si la tortue commence à se désagréger, alors là il y a un réel danger face à l'ennemi. Mais si la tortue résiste, tient en place, et bien après, pour l'ennemi, c'est très difficile de vaincre. Il faut s'approcher dans des combats au corps à corps. Et là, l'ennemi est obligé de se mettre à portée des légionnaires romains. Et c'est là que les Romains ont des chances de gagner. Alors, le légionnaire romain est parfaitement équipé. Alors évidemment,
le matériel, les équipements évoluent au fil des siècles. Le légionnaire romain des premiers temps, qui était un paysan convoqué en cas de nécessité pour prendre les armes et qui retournait à ses champs une fois la guerre gagnée, n'a pas grand-chose à voir avec le militaire professionnel de la fin de l'Empire, mais il y a quand même aussi un certain nombre de siècles qui les séparent. Ici, vous avez une représentation d'un légionnaire romain à l'époque, là encore, du IIe siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment de l'apogée. Et donc là, c'est le légionnaire au mieux de sa forme et au mieux de son équipement. Et on voit que le légionnaire romain est particulièrement bien protégé pour l'époque, grâce à des plaques de fer qui recouvrent pas tout son corps. On n'est pas encore arrivé aux armures et aux cottes de mailles du Moyen-Âge et des chevaliers, mais on voit que le légionnaire romain est très bien équipé et que c'est la preuve aussi que les Romains maîtrisent particulièrement bien la fabrication du fer. Et dans chaque légion romaine, on trouve de nombreux forgerons pour fabriquer et pour aussi réparer tout ce qui est endommagé au cours des combats. Donc je vous laisse compléter, c'est assez facile, je vous laisse remettre les numéros dans la bonne case. Donc voici les réponses. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de particulier? C'est un petit mot sur l'épée courte, qui est une épée de corps à corps. Quand le Romain utilise son gladius, c'est-à-dire son glaive, c'est parce que l'ennemi est trop proche et que le pilum, soit il l'a plus, soit l'ennemi est trop proche et il faut maintenant se défendre avec le glaive. Alors le glaive, c'est donc une épée courte, qui est resté dans l'expression, par exemple, le glaive de la justice. Quand on dit que la justice tranche, que la justice, vous verrez ça en 4e en EMC, que la justice protège l'innocent et punit le coupable, elle le fait avec son glaive hérité des légionnaires romains. Voici la première partie de la trace écrite de la leçon intitulée « Rome impose la Pax Romana, la paix romaine à son empire ». Donc, première partie que vous trouverez sur votre photocopie et que je vous invite à lire. Ce qui fait aussi la force des légionnaires romains, c'est pas uniquement leur cohésion, leur esprit de groupe, leur sens du collectif, c'est aussi le fait que dans tous les légionnaires romains sommeillent un terrassier, un bûcheron, un bricoleur, c'est-à-dire que les Romains sont des gens qui construisent beaucoup de choses pour se défendre, pour attaquer l'ennemi, et aussi pour avoir une vie, notamment pendant les guerres, quand ils ont quitté leur camp et qu'ils doivent vivre dans des conditions un peu précaires, sous la tente, à la belle étoile, pour avoir une vie plus confortable. Donc les Romains n'hésitent pas à construire des camps provisoires en bois, mais des camps qui sont très géométriques, qui rappellent d'ailleurs en modèle réduit le plan damier que l'on retrouve en usage dans les villes romaines et notamment à Rome, avec sur la place principale un autel dédié aux dieux qui protègent les légionnaires, avec un feu sacré. Et on voit que les légionnaires sont des gens très 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 organisés. On voit que les tentes collectives sont pas disposées n'importe comment. Et finalement, si vous lisez des albums d'Astérix, les fameux camps qui entourent le village gaulois, les camps de Baba Orum, Petit Bonhomme, Laudanum, en fait, effectivement, sont une manière de rendre hommage au génie bâtisseur
des légions romaines, qui explique aussi la domination militaire des Romains sur leurs ennemis. Dernier atout des légionnaires romains, et ça n'est pas le moindre, c'est qu'en plus de l'esprit de cohésion, en plus d'être très bien équipés, très bien entraînés, et d'être très bricoleurs, comme je viens de l'expliquer, très organisés, les Romains qui servent dans les légions obéissent à une discipline militaire extrêmement stricte, parce qu'encore une fois, il en va non seulement de la victoire, mais il en va de la survie des légionnaires. Donc les Romains sont particulièrement sévères envers ceux qui font défaut, c'est-à-dire ceux qui sont lâches, qui s'enfuient, ceux qui abandonnent leurs camarades au combat. Pour eux, c'est la mort, assurée. Mais la discipline militaire est tellement stricte qu'elle a donné lieu à une pratique heureusement rare chez les Romains, mais une pratique particulièrement cruelle, c'est celle de la décimation. C'est-à-dire que quand, et on en a des extraits, des témoignages, notamment Tite-Live, vous vous rappelez, Tite-Live qui nous raconte la légende de la fondation de Rome, nous raconte qu'après une défaite, les soldats romains s'échappèrent en désordre à travers des monceaux de cadavres et d'armes. Ils finirent par se reformer après leur course, et le consul qui les suivait, en s'efforçant vainement de les arrêter, établit son camp en lieu sûr. Puis, faisant sonner le rassemblement, il s'en prit aux troupes pour avoir trahi la discipline et abandonné les drapeaux. Il demanda « Où est ton drapeau? Où sont tes armes ?» Les hommes sans armes et les porte-drapeaux sans drapeau, les officiers coupables d'abandon de poste furent bastonnés, c'est-à-dire frappés à coups de bâton, et décapités, c'est-à-dire qu'on leur tranche la tête. Quant aux simples soldats, il en fit exécuter 1 sur 10 tirés au sort. Donc on voit sur l'image, c'est assez terrible, 1 soldat sur 10 est sorti du rang, et il attend qu'on lui plante un glaive dans le dos. C'est-à-dire que les officiers, le consul en particulier, a décidé de faire un exemple. Il ne va pas tuer tous les soldats, parce que sinon, ça revient à faire le travail de l'ennemi à sa place. Donc il ne peut pas tuer tout le monde. C'est pas l'envie qui lui en manque, mais il ne peut pas le faire. Donc il va faire tuer 1 soldat sur 10. Les autres assistent au massacre, en se disant qu'ils auraient bien pu être à la place de leurs camarades, et ça leur servira de leçon pour la prochaine fois. On n'aime pas la défaite dans les légions romaines, et on n'aime pas ceux qui ont failli face à l'ennemi et qui se sont enfuis. La décimation. Alors pour finir, la Pax Romana est parfois remise en cause, mais c'est assez rare, non pas par des barbares qui cherchent à envahir l'Empire, les Germains, les Scots, mais parfois on trouve traces de révolte à l'intérieur de l'Empire romain. Et c'est le cas, par exemple, d'un certain Maternus, un Gaulois, un légionnaire d'ailleurs, qui a déserté, qui donc d'ailleurs sait que rien que pour ça, il est condamné à mort, qui n'a rien à perdre, et qui va lever une bande de brigands, et qui vont se mettre à ravager la Gaule, et à mettre au défi finalement l'Empire romain de les vaincre. Et on voit sur cette gravure effectivement des hommes de Maternus qui, pour un certain nombre d'ailleurs, ont gardé leur équipement de légionnaire, puisque, je viens de vous le dire, Maternus était un ancien légionnaire et beaucoup de ses camarades aussi, et on les voit en train de piller, de voler du bétail,
de mettre le feu à des villages, jusqu'à ce que Maternus disparaisse. Alors on n'a jamais trop su comment il a fini, mais les légions romaines sont intraitables avec le maintien de l'ordre, et quand éclate une révolte, les légions romaines reçoivent l'ordre d'écraser les révoltes. Et là encore, c'est un peu le même principe que la décimation. L'idée, c'est de faire passer l'envie à quiconque de recommencer. Donc les légions romaines laissent derrière elles, comme le disait le texte tout à l'heure, des monceaux de cadavres, c'est-à-dire des tas de cadavres. On ne fait pas grâce à l'ennemi. Il ne vaut mieux pas tomber vivant, prisonnier aux mains des légionnaires romains quand on est un révolté, parce que de toute façon, la mort sera au rendez-vous, et après, beaucoup de supplices, c'est-à-dire des tortures. C'est du reste ce qu'ont découvert malgré eux les Juifs qui font partie de l'Empire romain, dans sa partie asiatique, qui osent se révolter contre l'Empire romain et qui vont le payer fort cher. Alors vous apercevez sur la diapo un arc de triomphe qu'on appelle l'arc de triomphe de Titus, qui se trouve sur le forum de Rome, et sous l'arc de triomphe défilaient les généraux vainqueurs, les consuls, les généraux vainqueurs, mais aussi les légionnaires, les soldats vainqueurs, en compagnie d'ailleurs de leurs ennemis vaincus, qui défilaient enchaînés malgré eux, ainsi que du butin, c'est-à-dire tout ce qui avait été volé au peuple vaincu ou conquis. Or, justement, si on regarde de plus près l'arc de Titus, on va voir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une ménorah. Et oui, c'est une ménorah, c'est-à-dire que Titus, qui je crois est représenté à gauche de la ménorah, a fait détruire le temple de Jérusalem, le grand temple de Jérusalem, pour punir les Juifs de s'être révoltés contre l'Empire romain. On est en 70 avant Jésus-Christ. Et non seulement le temple a été démoli, sauf un mur qui deviendra, je vous l'ai déjà expliqué, le mur des lamentations, destiné à rappeler aux Juifs pour l'éternité ce qu'il en coûte de se révolter contre l'Empire romain. Et la ville et le temple sont mis au pillage, et c'est ainsi que l'un des principaux objets du culte juif, c'est-à-dire ce chandelier à 7 branches qu'est la ménorah, a été volé, emporté par les Romains, qui sont fiers de faire figurer cet exploit sur l'arc de triomphe dit de Titus. Alors si vous vous demandez en arrière-plan ce que sont ces sortes de caméras de télévision, parce que c'est vrai qu'on pourrait presque croire que ce sont des caméras de télévision, ce ne sont évidemment pas des caméras de télévision, ce sont des enseignes, c'est-à-dire l'équivalent des drapeaux, ce sont les enseignes des légions romaines, c'est-à-dire que sont inscrits sur ces plaques, portées à bout de bras, sont portés les numéros des légions qui ont participé à la bataille. Et voici pour finir cette séance la deuxième partie de la trace écrite de la leçon consacrée à Rome qui impose sa paix romaine à son empire. Je vous en souhaite une bonne lecture. À bientôt pour une nouvelle séance consacrée à l'Empire romain et aux premiers chrétiens.